Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 3 août 2025. Dites-moi si le son est correct. Il me manquait un fil, je me suis rendu compte qu'il me manquait un fil juste avant l'introduction et j'ai dû courir pour brancher un fil. Donnez-moi un thumbs up si le son est correct, l'image est correcte. On fait aujourd'hui un Trumpologie 105. Vous ne l'avez pas demandé et donc ce n'est pas à la demande populaire. Mais je pensais que c'était important de le faire puisque il y a tellement de choses, il y a tellement de nouvelles individuelles qui se passent avec Trump. Il faut toujours que je les explique individuellement. Il faut que je passe après bientôt 8 ans. Il faut que je réexplique toujours le code à chaque nouvelle. Et donc, je fais de la pédagogie, il faut théoriser ça, il faut le mettre dans son contexte. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Au lieu de vous donner du poisson, je vais vous apprendre à pêcher. Alors, vous le savez déjà, beaucoup des trucs qu'on va aborder aujourd'hui ont été mentionnés à gauche et à droite dans les web journaux. Mais aujourd'hui, je rassemble tout ça dans un Trumpologie 105 pour finalement codifier une fois pour toutes le code Trump, c'est-à-dire ce qu'on n'a pas arrêté de décrire à Radio-Québec depuis toutes ces années, la façon systématique dont Trump opère dans plein de dossiers, ce qui va nous permettre de comprendre et d'anticiper ses actions. Donc, c'est un web journal un peu théorique, mais je m'appuie sur des événements récents. On avait fait déjà Trumpologie 101. Le Trumpologie 101, avant d'y aller avec Trumpologie 101, le code Trump, à bien y réfléchir, là, éventuellement, il y aura peut-être des annexes, là, comme des amendements à la Constitution. Là, mais le code Trump, de la façon dont moi je le comprends, peut-être que d'autres personnes ajouteront des éléments éventuellement, mais le premier jet, c'est ça, c'est les fausses chicanes dont on a beaucoup parlé récemment avec Elon Musk notamment. Mais on a montré toute la série qui remonte à Jeff Sessions et à Steve Bannon. Donc, les fausses chicanes, aussi la stratégie de l'effet miroir. Ça, c'est les fausses chicanes, je pense que tout le monde a bien compris ça. On ne reviendra pas là-dessus aujourd'hui. Le numéro 2 non plus, on ne reviendra pas là-dessus non plus. L'effet miroir, le fait de se faire accuser lui, alors qu'il est innocent, de trucs dont les autres sont coupables, de sorte que lorsque lui va éventuellement les accuser, ils ne pourront pas dire c'est pas vrai, c'est pas de la. C'est pas ce que tu penses. Non, mais vous m'avez accusé exactement de ça et donc c'est quelque chose de réel. Donc, la théorie des fausses chicanes. La théorie des fausses chicanes, on a expliqué ça dans Trumpologie 102. C'est le truc initial en 2019 où est-ce qu'on a expliqué la théorie des fausses chicanes. L'effet miroir, on l'a expliqué une première fois dans Trumpologie 101 avec le rapport Mueller et tout ça et le fait de se faire accuser, lui, de ce dont les Clinton étaient coupables, c'est-à-dire la vente de secrets à la Russie, collusion avec la Russie, etc. Et on l'a expliqué dans le dernier web journal, c'est ça. Et aussi se servir de ses ennemis, par exemple avec von der Leyen présentement. Comment expliquer cette capitulation de l'Europe lors des négociations, l'octroi d'investissement de 1,4 trillion de dollars aux États-Unis? Tout le monde le dit, y compris Jacques Attali dit l'Europe s'est effondrée, etc. Comment Trump a-t-il pu faire plier la hyène? Comment peut-il renverser ses adversaires? Parce que la meilleure preuve que Trump, c'est pas de l'opposition contrôlée, que Trump ne joue pas dans le camp de l'État profond, c'est la façon dont il fait plier ses adversaires. Si Trump était dans la même game que von der Leyen et puis Jacques Attali, etc., ben, l'Europe ne serait pas comme prise en étau, critiquée pour son manque de liberté d'expression, ses politiques migratoires, ses politiques de censure de certains partis politiques, etc. Il ne ferait pas plier l'Europe. Il utilise présentement, et c'est ce qu'on va voir dans Se servir de ses ennemis, il utilise présentement la merde qui existe contre von der Leyen, c'est-à-dire toutes les enquêtes sur elle, les courriels avec Pfizer. En Allemagne, il y avait des contrats de défense, etc., pour la faire plier. Et c'est comme ça que tu fais plier au profit des États-Unis. Bon, là, les gens vont dire, ouais, Trump n'est pas un sauveur, c'est au profit des États-Unis, etc. Mais dans l'ensemble, c'est toujours ce que j'ai dit, c'est-à-dire que initialement, ça profite aux États-Unis, mais sur le long terme, ça profite au reste de la planète. Et donc, c'est-à-dire que juste ça, si vous regardez la façon dont il opère contre l'Europe, juste ça c'est un bon indicateur qui nous permet de comprendre qu'il ne joue pas dans la même équipe. Juste ça, là, il y en a comme évidemment des millions, mais juste ça. Juste ça, OK? Après ça, donc, c'est la notion de la pédagogie, c'est-à-dire
le fait de dérouler les informations au compte-gouttes sur une longue période, puisqu'on ne veut pas que les médias, l'État profond, tu fais une grosse annonce, puis là, tout d'un coup, il y a une fusillade ou il y a un attentat, il y a comme qui fait, puis on oublie complètement ce dont tu voulais parler. Et ou bien, tu sors des trucs, puis ça ne reste pas dans la psyché. Il faut comprendre la psyché, la psychologie collective. Et pour que quelque chose s'imprègne dans la conscience collective, elle doit être disséminée sur le long terme. C'est comme si Jeffrey Epstein s'était sorti genre en 2019, les gens n'étaient pas prêts, ils ne contrôlaient pas l'ensemble du Congrès, les institutions, etc. C'était pas clair. Et alors que on aurait pu l'accuser de mentir, c'était pas le temps, c'était pas son deuxième mandat, il y avait des choses à accomplir, il devait avoir notamment peut-être une période de continuité de gouvernement et régler des conflits internationaux avant de sortir la massue Epstein. Mais donc, même chose avec le Obamagate. Et donc, mais c'est aussi à cause de la psyché, de la psychologie collective, pour que quelque chose soit accepté socialement. Sinon, c'est rejeté. Hein? C'est comme une greffe. Là. Si la greffe, l'organe qui est greffé est trop étrangère au corps, elle n'est pas compatible, elle est rejetée. Et c'est comme ça dans la cognition aussi, dans la psychologie populaire. C'est quelque chose d'extrêmement exogène et introduit dans la conscience collective. Il est initialement rejeté. Donc, il faut que tu y ailles au compte-gouttes tranquillement pour que ça prenne racine dans la conscience collective. Éventuellement, c'est accepté. Hein? C'est les 3 phases de Schopenhauer. Une vérité est initialement rejetée, puis après, elle est moquée, et puis après, elle est acceptée comme une évidence. Mais ça prend du temps. Donc, avec la connaissance de la psychologie collective que Trump opère sur des principes de pédagogie. Et c'est pour ça que les gens disent ça prend du temps, mais c'est malheureusement, c'est ça. Tu peux pas. On voudrait que s'il y aille plus vite, puis c'est pour ça qu'on pensait qu'il allait avoir des arrestations dans son premier mandat, puis finalement non, etc., etc. Mais bon, pédagogie, c'est la notion de pédagogie, c'est le point 4 du Code Trump. La double trame narrative, on en a parlé dans certains web journaux, c'est-à-dire qu'il y a 2 trames narratives parallèles dans les événements avec Trump. C'est pour ça que c'est confondant des fois. Hein. Il y a comme 2 interprétations. Il y a l'interprétation des démocrates et des médias et tout ça, puis il y a l'interprétation des républicains. Ça existe partout un petit peu, la double trame narrative, mais Trump la cultive. Et on va comprendre pourquoi Trump cultive la double trame narrative. Aussi, la théorie du risque zéro. Surtout en relations internationales, la théorie du risque zéro. Et finalement, en ce qui concerne les enquêtes, etc., la distanciation. Trump, en tant que président, veut avoir les mains propres. Il ne peut pas lui-même annoncer la déclassification d'Epstein ou bien le Obamagate, ou bien les arrestations de Clinton, parce que ça a l'air qu'il opère une vengeance politique. Et les médias ont toujours dit ça. Trump va utiliser les généraux pour se venger. Trump va utiliser le département de la justice pour régler ses comptes, etc., etc. Et donc, tu vas avoir l'air présidentiel et tu ne veux pas avoir l'air d'un gars qui est arrivé à la présidence, parce que c'est ça le personnage qui crée les médias. Hein, et Trump les alimente aussi un peu, mais tu veux, en ce qui concerne les choses importantes, tu veux que ça se fasse de façon... Tu ne veux pas avoir l'air d'être le gars qui opère une vengeance politique alors qu'il arrive au pouvoir. Non seulement ça, tu vas avoir donc le président lui-même doit avoir les mains propres. La justice doit être complètement indépendante. C'est pour ça qu'il y a eu des chicanes avec Jeff Sessions, avec Bill Barr, etc. De sorte qu'il ne militarise pas la justice, il n'instrumentalise pas la justice. Mais pas seulement ça, c'est que non seulement il crée cette distance avec le département de la justice, avec des fausses chicanes, mais il s'arrange pour que finalement, en informant par les réseaux sociaux, parce qu'officiellement, il y a une chicane, par exemple, avec ces ministres de la Justice où il ne rend pas tout public, etc., etc. Mais d'un autre côté, il opère une double stratégie de communication et il informe sa base sur... Et là, la base commence à s'impatienter, puis à demander, puis il commence à voir, lui, objectivement, il est au-dessus de ça, mais il insuffle de l'insatisfaction et de la frustration à sa base, littéralement, pour que les gens demandent finalement que ce soit qu'il y ait cette espèce d'explosion. Là, on les voit partout, les memes sur Internet, de personnes qui disent, là, c'est le temps, là, arrêtez quelqu'un, for God's sake. Et puis,
cette espèce de frustration. On veut des arrestations. Il faut que ça vienne de la base. Jeffrey Epstein, il faut que, là, maintenant, les démocrates, il faut que ça vienne de la base. Il ne faut pas que ce soit lui qui le fasse. Donc, distanciation, main propre, je ne sais pas comment le nommer, le point 7, là, la notion de la distanciation. C'est les fondements de son analyse politique, de son action politique, le code Trump. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK? On en rajoutera peut-être, moi, ça sera des annexes, etc. Donc, on va voir ça ici aujourd'hui. Ça nous permet de comprendre aussi, parce que je le fais aujourd'hui parce qu'on nous présente toujours comme un Trump, comme un raté, comme un Trump qui est... il y en a beaucoup, là, tu sais... beaucoup des personnes qu'on suit présentement, c'est comme, on dirait que c'est comme un à tous les 2 jours qui change son... Qui attaque Trump. Là, les personnes qu'on aime sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, tout d'un coup, sortent une espèce de diatribe contre Trump. Finalement, Trump était compromis, hein, etc., etc. Et donc, c'est parce qu'ils ne comprennent pas le code Trump. Et moi, je conçois cette désaffectation d'une partie de ce qu'on pourrait appeler la résistance de personnes qu'on pensait qui étaient parmi nous. Il y a de l'opposition contrôlée là-dedans. Là, inquiétez-vous pas. L'État profond a investi beaucoup de ressources pour retourner des personnes, comme Trump le fait. Trump retourne des personnes, mais l'État profond aussi fait ça, il retourne des influenceurs. Mais je considère que cette volte-face de certaines personnes par rapport à Trump est dangereuse, pas nécessairement dangereuse parce que rien ne peut l'arrêter ce qui s'en vient, mais c'est qu'elle doit être adressée. Et c'est pour ça que je fais ce web journal-là aujourd'hui, parce que j'en ai vu plusieurs cette semaine. Vous l'avez remarqué aussi, des gens qui sortent de nulle part puis qui commencent à attaquer Trump. On pensait qu'ils étaient de notre côté, puis là, tout d'un coup. Et donc, comprendre Trump, c'est essentiel pour notre action politique. C'est pour ça que j'essaie de systématiser ça. On nous présente toujours comme Trump comme quelqu'un de chaotique qui ne sait pas vraiment ce qu'il fait, alors que c'est l'homme le plus méthodique. C'est exactement le contraire. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la méthode Trump, le code Trump, montrer qu'il est méthodique, il n'est pas chaotique. On nous moque aussi souvent sur le trust the plan, tu sais, genre trust the plan, et puis les critiques sont souvent avec ça, hein, c'est... il y a une nouvelle qu'ils n'aiment pas, puis là, s'ils vont critiquer ça, ils vont mettre entre guillemets « trust the plan », puis c'est comme si ça discréditait toute l'action politique du président. Malheureusement, c'est un plan, une action politique, comme je le dis ici, une action politique. L'action politique de Trump est une action politique qui s'étale qui devait, de toute façon, il n'y avait aucune façon de régler ça en 1 an, 2 ans, etc. La corruption des institutions et tout, il n'y avait aucune façon de régler ça rapidement. C'était nécessairement un plan qui s'étalait sur au moins une décennie et un plan qui allait nécessiter beaucoup de subterfuge à la Sun Tzu, là, de subterfuge, de manipulation, etc. Et donc, il fallait contourner, il fallait être capable d'informer sa base. Et le trust de plan, ça veut dire, c'est pas genre rester assis, faites rien. Ça, c'est la critique que les autres font. Là, pendant que Trump est tout en train de nous avoir dans le dos, etc., et puis qu'il nous manipule et tout, nous autres, on reste passifs, etc. Ça n'a jamais été ça. Ça a toujours été fight, fight, fight. N'est-ce pas? Combien de fois fight, 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 ça a été dit dans les messages de Q? Combien de fois Trump a dit levez-vous, fight, fight, fight? Combien de fois Flynn le dit, fight, fight, fight? Impliquez-vous, etc. Ça n'a jamais été une question d'être passif. Mais trust de plan, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une action à long terme qui est difficile à comprendre. C'est ça que ça veut dire quand Q dit trust the plan. Ça veut dire qu'il y a une planification à long terme qui n'est pas évidente à saisir. Et donc, nous autres, à Radio-Québec, on n'est pas sur la ligne trust the plan, on est sur la ligne qu'on explique ça, on explique la méthode. On n'est pas dans la confiance, là. Et pour ceux qui ne sont pas capables de faire de l'analyse, ben c'est comme faites confiance, ça va aller pour le mieux, mais ceux qui sont capables de faire de l'analyse comprennent comment ça fonctionne. Donc, par exemple, Mike Flynn l'explique bien ici. Dans ce clip qu'on a vu, que j'ai déjà passé une fois, il explique l'avantage dans la guerre, dans les affaires et dans la vie de tous les jours va à celui qui ne divulgue pas ses intentions et qui persévère jusqu'à la fin. L'avantage va dans la guerre, dans les affaires et dans la vie à celui qui ne divulgue pas son plan et qui persévère jusqu'à la fin. Je vous montre le clip. Advantage in life, in business, and in wartime goes to the competitor that does not flinch and does not broadcast his game plan.
that does not broadcast his base plan. Donc, vous allez avoir un Trump qui va dire quelque chose devant les médias, mais qui va avoir une action différente. Ça, je l'ai expliqué. Ne regardez pas les déclarations, regardez les actions. Et notamment, je vais donner un exemple de ça. Dans son entrevue la semaine dernière avec Miranda Devine du Air Force One podcast, une influenceuse populaire en Australie, il lui a donné une entrevue, avant de revenir à Mike Flynn et de Trust the Plan, là, Miranda Devine, il lui donne une entrevue et il dit finalement « Ah, tu sais, Hillary Clinton a fait quelque chose d'épouvantable sur moi. » Il parle d'Obamagate, là. Ils ont concocté ce dossier pour me... C'est de la trahison, etc. Là, il arrive puis il dit Ah, mais là, j'ai été magnanime, j'ai finalement laissé faire. Je pensais que ça allait être mal pour le pays de la mettre en prison et donc j'ai eu grand cœur un peu. C'est ce qu'il dit essentiellement. Je vais vous montrer le clip, là. Et donc, encore une fois, ça explique ce truc de la distanciation. Il ne faut pas qu'il ait l'air de celui qui se venge. Il faut que la justice soit complètement autonomisée. Sauf que si vous avez été un anonyme depuis 2017, depuis novembre, décembre 2017, vous savez très bien qu'il n'y aura pas de passe-droit pour Barack Obama, les Clinton, etc. Malgré ce qu'il dit là. Donc, il y a encore une fois, il y a de l'information qui est disséminée dans les médias. Et il y a une information pour les Anon. Il y a deux trames narratives ici, on s'entend? Je vous montre le clip de Trump qui dit « Ah, je ne pensais pas que c'était une bonne idée de la foutre en prison, etc. » Mais après ça, il continue avec, tu sais, je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis, là, il continue à retweeter des trucs, genre tout le monde doit être en prison, et ils s'en vont tous en prison, est-ce que je ne sais pas, je l'ai-tu mis ici? Non, c'est pas là. Vous êtes en train de voir tout le web journal à l'avance, là. Ah, Trust the Plan, c'est tout ça ici, peut-être. Non, où est-ce que je l'ai foutu? En tout cas, je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis. Il continue à retweeter des images de tout le monde doit être rien ne va être réglé tant que les gens ne seront pas en prison, etc. Et donc, à sa base, il dit quelque chose et aux médias, il dit autre chose. Ça fait deux des points du code Trump. Vous avez la double trame narrative et vous avez la distanciation, les mains propres. Avec les médias et le main propre, je ne voulais pas me venger, mais avec sa base, il dit ils s'en vont tous en prison. Okay? Je vous montre l'entrevue rapidement avec Miranda Devine. Qu'est-ce qu'il dit sur Hillary Clinton? Tulsi Gabbard, your DNI, has just released all this incredible declassified information. Made up. Do you feel angry now? Yeah, I do a little bit. Yeah. So, we had Hillary Clinton down to whatever we wanted to do with her, and I felt it was inappropriate. She's the wife of a president. She was a Secretary of State, and we could have done a very big number. Yeah. And I said, we don't want to be doing that. Let's, put it into the country and not... On va pas faire ça. On va pas mettre en prison la femme d'un président. On peut pas faire ça au pays. The concept of putting her in jail, indicting her, all the things that you have to do. It's tough stuff. And I said, we don't want to do that. In fact, you remember I made speeches when I mentioned her name, they started saying, lock her up. Yeah. And I said, no, this is after we won. We just won. And I said, you wanted the country we have to heal. get back to... Vous avez une trame narrative pour les médias. Et puis, il peut dire la même chose avec Barack Obama. Mais plus tard, il dit finalement, mais là, on se rend compte de tout ce qu'ils ont fait parce que des nouveaux documents sont sortis, puis ça va très loin, etc. Et donc, ça change tout. Le fait que des nouveaux documents sortent, ça change tout. Et ça, c'est comme, encore une fois, cette semaine, l'annexe Durham qui est sortie. Et c'est exactement ce que j'avais expliqué il y a 2 ans. Lorsque Durham avait sorti son rapport et finalement, il n'y avait pas d'accusation, puis là, tout le monde se moquait de moi, encore une fois, je disais, il y a probablement, j'aurais dû avoir le clip, là, j'en ai trop, là, mais je vais vous le montrer éventuellement, il y a probablement une partie du rapport qui est classifiée où ils ont passé l'ensemble du truc avec les accusations à l'intelligence militaire, aux tribunaux militaires, etc. J'ai dit ça. Je dis, c'est pas la fin du rapport. Et qu'est-ce qui se passe 2 ans plus tard?
il y a des nouveaux documents qui sortent, etc. Et c'est exactement ce qui peut se passer avec Jeffrey Epstein, ce qui va se passer avec Jeffrey Epstein. Ça va être le même modèle que ça. Là, le FBI n'a rien, etc. Tu sais, on n'a pas de documents. Et puis là, tout d'un coup, ils trouvent un sac. Là, c'est ça. Là. Ils trouvent un sac de documents, genre, dans une pièce. Fait qu'ils peuvent sortir, ils ont toutes les informations, puis ils peuvent sortir les informations quand ils veulent. Okay? Donc, mais tout ça pour montrer la question de la double trame narrative. Et dans le truc Trust the Plan, vous avez cette notion, évidemment, que ça doit durer sur très, 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 très longtemps. On se rappellera de Trump qui dit « c'est le calme avant la tempête » en octobre 2017, c'est au moment où est-ce qu'il ferme la Maison-Blanche, c'est-à-dire qu'il renvoie Reince Priebus, qui était une taupe du Parti républicain pour l'espionner, il le renvoie et il met le général Kelly, le général de Marines Kelly, l'ancien directeur de la prison de Guantanamo et tout le Southern Command, ce gars-là qui avait perdu, ce général qui avait perdu son fils en Afghanistan avec des fausses guerres de George Bush qu'il y en avait contre l'establishment. Il le met chef d'état-major, chief of staff, là, chef de cabinet de la Maison-Blanche. Et là, la Maison-Blanche se ferme. L'ancien garde du corps de Trump, qui l'avait suivi pendant 25 ans, est expulsé. Et la Maison-Blanche devient une espèce de camp militaire. Et là, il reçoit les généraux, des généraux 4 étoiles, des généraux de l'intelligence militaire. Et il dit c'est le début de la tempête. C'est le calme avant le début de la tempête, avant la tempête. You guys know what this represents? Tell us, sir. I don't know, maybe it's the calm before the storm. What's the storm? Could be the calm before the storm. The calm before the storm. Et à travers tout ce qui s'est passé, il y a eu cette image qui a traversé, qui a été publiée, la traversée du Delaware de Washington, qui a symbolisé tout ça, qui a été publiée initialement par Q, qui a été évoquée par Mike Flynn, qui a été réutilisée par Mike Pompeo, par l'armée, juste avant le programme de continuité de gouvernement. Là, c'est Tulsi Gabbard qui la republie. Hors contexte complètement, puisque normalement, c'est à Noël qu'on publie ça. Et là, paf, elle nous sort ça. Tulsi Gabbard, qui fait clairement partie de l'opération. Et vous voyez ici, donc, My next piece is called Nothing Can Stop What Is Coming. Et ce qu'on voit justement, c'est que Trump opère de façon lente et méticuleuse. Il est méthodique, il est lent, mais il est inarrêtable. Et on voit tout ce qu'on voit en train de se produire présentement, non seulement à l'intérieur des États-Unis, mais sur la scène mondiale, vient du fait que ça a été bien planifié de façon millimétrique, de façon méthodique, et qu'ils n'ont pas brusqué les choses. Ils ne sont pas arrivés là, puis ils n'ont pas... tout a été fait en fonction de chacune des étapes de la conquête des institutions politiques. Quand Trump est arrivé là, il ne contrôlait pas le Congrès, il ne contrôlait pas le Sénat. Et il a fallu comme se débarrasser des rhinos, ce qu'on appelle non seulement les rhinos, mais ceux qui étaient compromis, comme l'ancien Speaker of the House, Paul Ryan, d'autres, comme John McCain, qui se sont fait euthanasier, peut-on dire, etc., etc. Il y a eu à chaque étape des niveaux de contrôle, un niveau de contrôle accru. Et on a vu ce qui s'est passé avec Biden, le programme de continuité de gouvernement, etc. Et donc, tout ça relève d'une planification millimétrique. Et c'est ce que Q a expliqué ici. Il dit « Military planning at its finest ». Et c'est pour ça que ça fonctionne et c'est ce qu'on explique. Donc le trust the plan, c'est ça. C'est que... encore une fois, parce qu'on généralement, ce qui est utilisé pour se moquer de l'action du président Trump ou de ceux qui, comme nous, pensions que ça s'étire sur le long terme, la planification sur le long terme était absolument nécessaire. Et il y a beaucoup de gens qui disent non, je ne crois pas que Trump ait tout planifié, etc. Les mêmes personnes qui vont nous dire que le Forum économique mondial comme planifie tout depuis 50 ans avec le groupe Bilderberg. Tu comprends pas, Alexis, ça fait 50 ans qu'ils infiltrent les institutions, etc. Tu sais, les protocoles des sages de Sion, la franc-maçonnerie, etc. L'assassinat de JFK, le Deep State, ils contrôlent tout.
Donc, le camp d'en face contrôle tout, a un plan, lui, qui s'étale sur des décennies, voire des siècles. Et quand Trump arrive, lui, il n'y a aucune connaissance, alors qu'il connaît bien la politique américaine, c'est ce qui s'est passé avec JFK, avec Reagan, etc., les tentatives d'assassinat, tout, la façon dont les institutions sont contrôlées, ce qu'ils ont fait à Rand Paul en 2004, notamment les médias, quand Ron Paul s'est présenté, ils l'ont fait disparaître des médias alors qu'il était comme premier, deuxième dans le camp républicain. Ils l'ont fait littéralement disparaître. Sachant tout ça, sachant le niveau de contrôle, c'est pas compliqué de comprendre le niveau de contrôle, si tu as un peu d'acuité, sachant le niveau de contrôle que tu as besoin pour opérer un 11 septembre sur le territoire américain, faire baisser les défenses, le niveau de compromission des institutions, puis après ça, avec Barack Obama, quand ils ont été capables de prendre le contrôle de la présidence avec Barack Obama. C'est ce que j'explique dans le web journal Trump 101, pas Trumpologie 101, mais Trump 101, là, celui de l'été dernier, que j'ai republié sur Twitter. Quand ils sont capables, ils ont été en mesure de prendre le contrôle de l'exécutif. Ils avaient le contrôle de l'exécutif depuis un certain temps. Mais là, avec Obama, c'est un niveau supérieur. Donc, un plan sur des décennies. Toi, tu te dis, genre, je vais juste essayer. Je ne vais pas avoir un plan bien préparé. Je vais arriver là, on va y aller au pif. Là. On ne sait pas qui vraiment... c'est ridicule de penser ça. Et donc, ce qu'on essaye, encore une fois, j'aurais dû le dire en début de Web Journal, donc c'est ce qu'on essaye de faire avec Trump, c'est de comprendre l'époque. On a un travail d'historiographie essentiellement, puisque tout change avec Trump, n'est-ce pas? On n'est pas du tout sur la même ligne. Et c'est l'erreur de beaucoup de penseurs européens de penser que Trump est exactement dans la continuité de j'ai entendu ça de comment il s'appelle, la Galacteros, puis de Xavier Moreau aussi est un peu là-dessus, dans le genre Trump essaie de sauver l'Empire américain, etc. Trump a réduit les effectifs de la CIA, a démantelé le USAID. Le plan, c'est de ramener les troupes. Puis on nous dit qu'il essaie de sauver l'Empire américain. Je veux dire, et tout le monde, notamment juste sur la hausse des dépenses de l'OTAN, j'avais dit quand c'était sorti, parce que les gens étaient très préoccupés, j'avais dit que ça allait engendrer l'effondrement du bloc de l'OTAN. Il y a les dépenses à 5 %, c'est insoutenable. Les pays sont endettés jusqu'au cou. Et là, ils vont doubler, presque tripler leurs dépenses militaires. Ça va faire s'effondrer le bloc comme l'URSS s'est effondré. Je n'ai pas été le seul à le dire. C'est Lavrov qui a dit ça aussi 6 mois après moi. Le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Lavrov, a dit exactement ça. Donc, d'où ces géopoliticiens prennent leurs idées que Trump essaie de défendre l'Empire américain, de sauvegarder. On n'est pas du tout là-dessus. Il essaie de, au contraire, amener la prospérité à son pays. On comprend très bien que l'Empire américain, c'était une créature de l'État profond, des réseaux atlantistes, etc. Et Trump, c'est ça que Trump démantèle. Alors, comment dire que on va rester. Donc, comprendre les changements, comprendre Trump, c'est pour ça qu'on fait les Trumpologies. Comprendre Trump, c'est comprendre les changements en économie, les changements politiques, les changements stratégiques, les changements sociaux. Trump touche à toute l'époque. Tout ce qui est en train de changer dans l'époque Poutine aussi, d'une certaine façon, mais Trump, ça nous touche encore plus puisqu'on est en Occident et que les États-Unis étaient l'hégémon, ce qu'on appelle l'hégémon en relations internationales. C'était l'empire, là, justement. C'était l'hégémon. Et que l'hégémon est en train de se transformer. Donc, comprendre comment la puissance hégémonique américaine est en train de se transformer avec Trump, ça touche à tous les aspects, tant en politique extérieure qu'en politique intérieure, notamment l'appui de Trump à la monnaie numérique qui déclasse complètement les banques centrales et l'argent fiat, le dollar, etc. Maintenant, les gens peuvent prendre leur argent et mettre ça dans des crypto-monnaies qui ne sont pas contrôlables par les gens. J'ai entendu des personnes qui disent « Oh oui, mais les milliardaires le savent et ont investi eux aussi dans la crypto-monnaie et peuvent contrôler la crypto-monnaie. » Vous ne comprenez pas ce que c'est la crypto-monnaie. Tout le monde, mais la crypto-monnaie, c'est que monsieur et madame tout le monde peuvent se créer de l'argent. Je peux battre monnaie. Alexis Cossette-Trudel peut battre monnaie. Il y a plein de coins. Tu sais, la What Girl, là. Tu sais, là, notre favori, là, celle qui dit « You gotta spat on that thing ». Elle a créé un coin. Elle s'est fait de rug pull par la suite, puis, mais elle a créé n'importe quelle sensation. Il y a toutes sortes de coins, de toutes sortes de personnes qui créent des coins. Ski Mask Dog.
OK, juste une seconde, là, c'est parce que... vous voyez, il y a Ski Mask Dog, OK? Ça, c'est un coin. Le gars, il a créé, ceux qui ont créé ça, cette monnaie-là s'appelle le chien avec un masque de ski, Ski Mask Dog. Puis ça, on peut mettre de l'argent là-dedans, c'est-à-dire qu'on peut sortir de l'argent du système bancaire et le mettre dans Ski Mask Dog. Et si Ski Mask Dog augmente, eh bien, tu fais fortune, etc., etc. Mon fils a déjà mis de l'argent dans Ski Mask Dog. Et donc, tout le monde peut battre monnaie. C'est ça c'est plus du tout l'ère de la monnaie digitale qui est embrassée par Trump. C'est le fait que chaque individu peut battre monnaie. Ce n'est plus juste l'État qui peut battre monnaie. Comprenez-vous la révolution de ça? Toi, là, première rangée qui écoute Radio-Québec, le premier rangée avec ta copine là, avec les cheveux blonds, là, tu peux battre monnaie. Tu peux créer il faut que ce soit sérieux ton truc, il faut que tu aies comme un investissement initial, puis il y a comme des règlements, là. C'est pas comme genre... mais tu peux maintenant devenir un créateur de monnaie. Autrefois, c'était seulement l'État qui pouvait battre monnaie. L'État avait le monopole de la violence légitime et l'État avait le monopole de la monnaie. Les banques centrales avaient c'est ça, c'est là-dessus que les Rothschild ont construit leur pouvoir avec la Banque d'Angleterre. Ne me dites pas qui fait les lois, dites-moi qui bat monnaie, qui contrôle la monnaie, et je vais vous dire qui fait les lois. C'est ça, n'est-ce pas, les Rothschild? Tout le monde connaît la phrase. Bien là, Trump vient de mettre, avec son appui massif américain aux crypto-monnaies, la déréglementation, parce que les banques ne voulaient pas, les banques créaient des obstacles à la crypto, tout le monde le sait. C'était pas possible d'envoyer ton compte en banque vers un truc de crypto, Instacoin. Il y avait comme toutes sortes de... Tu te faisais geler ton compte, etc. Bien là, Trump vient de tout dérégler ça, déréglementer ça. Et donc, Trump est contrôlé, là, Pierre Hillard, les Lubavitch et tout, là, il vient de détruire ce qui a été le fondement du pouvoir des Rothschild, le contrôle de la monnaie. C'est plus contrôlé maintenant. OK, donc, en tout cas, donc c'est ça. Aussi, là, par exemple, notamment, les changements, bon, ça, c'est juste un cas, j'ai fait une grosse parenthèse, mais donc, comprendre les changements politiques, stratégiques, religieux, avec l'élection du pape, Trump on l'a vu avec toutes les 17 et tout ça, lors de l'élection du pape, il y avait eu sa main là-dedans. Aussi, il y a tout ce qui se passe avec les transgenres, qui était le plan de destruction de l'espèce humaine, essentiellement, parce que tu détruis la distinction homme-femme, tu détruis l'espèce humaine. Et Trump qui ramène ça, Trump qui fait la paix dans le monde, qui va obtenir le Nobel et tout ce que Trump fait pour détruire l'État profond. Donc, l'État profond mondial, les réseaux transatlantiques qui contrôlaient l'Empire américain, Trump est en train de démanteler ça, etc. Donc, comprendre Trump, c'est comprendre notre époque et je pense, bien humblement, qu'un des meilleurs endroits pour comprendre Trump, c'est Radio-Québec, même plus que les comptes aux États-Unis. On a une façon systématique de présenter ça et c'est la raison pour laquelle on vous suggère de nous soutenir parce que ce travail-là va faire école dans les décennies à venir. Ça, c'est moi qui fais une capture d'écran de moi qui fais une capture d'écran. Normalement, on donne les références à la fin sur les possibilités de nous aider, etc. Et donc, c'est ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait ce web journal-ci, Trust the Plan. Mais allons-y avec, une des raisons pour lesquelles c'est important de comprendre Trump, puis on fait un Trumpologie 105, c'est parce que, étant donné que le plan est difficile à comprendre, puis il y a une double trame narrative avec les médias, etc., c'est un peu... Il y a le phénomène de ce qu'on appelle les panicans. Hein? Les panicans, le terme a été utilisé présentement, a été utilisé maintenant, depuis 2-3 mois, avec l'attaque sur l'Iran notamment. Mais le problème est survenu, ça a commencé dès 2017 avec les frappes de Tomahawk symboliques sur la Syrie. Tout le monde disait c'est la Troisième Guerre mondiale. Trump a renié son engagement, etc. Et sauf les anonymes qui comprenaient. Mais il y a le problème, c'est les panicans. Donc, ceux qui sont dans le mouvement MAGA, mais qui ne comprennent pas du tout l'action du président Trump, qui sont toujours en train de se déchirer leur chemise. Ils leur ont pu ces trucs. Ils ne comprennent pas. Notamment pour Epstein, pour les tarifs non plus, c'est ça, là, quand il dit ici ce tweet-là de Trump, Panicans are wrong again, c'est sur les tarifs qui finalement rapportent des centaines de milliards aux États-Unis, qui sont qui rapportent beaucoup d'argent et qui fonctionnent puisque l'Europe a plié, n'est-ce pas? Mais à chaque fois qu'il y a l'action du président, les gens ne comprennent pas.
Et parce qu'ils n'ont pas compris les fondements. Et donc, c'est ça, vous voyez ici, donc, trust the plan, les Panikins. Ça ici, c'est Trump qui retweet Jesse Waters. Panikins were wrong again au sujet des tarifs. L'argent rentre comme c'est pas possible aux États-Unis. Même chose avec l'Iran. Par exemple, avec le rapport Mueller, en Trumpologie 101, le rapport Mueller, tout le monde paniquait, tout le monde pensait que Trump allait se faire arrêter, Mueller allait passer les menottes à Trump. Finalement, on disait à Radio-Québec, on a pris tellement de bêtes sur Twitter. Les gens nous disaient, on verra bien Alexis, et puis finalement, c'est ça, je dis, ça va être une tape sur les doigts, et puis exact. Et donc, c'est pour... À chaque fois qu'il se passe des choses, Trump se met lui-même en situation difficile. Il y a des choses difficiles à faire. Et donc, pour changer les choses, il faut que tu sois clivant, il faut que tu brasses, il faut que tu bouscules l'establishment. Si tu bouscules les gens dans leur confort intellectuel, ben, tu vas créer de la panique. Et on a besoin des anonymes pour expliquer qu'est-ce qui se passe. Puis ça génère, même chez les alliés, ça génère de la peur. Et donc, le rapport Mueller, j'avais expliqué qu'il n'allait rien se passer avec Trump. Troisième Guerre mondiale, les frappes contre la Syrie, j'ai expliqué qu'il n'allait rien se passer. Et tout ça est possible parce que Trump a décidé de contourner tout ça n'aurait... Il n'y aurait eu que des Panikins si Trump n'avait pas pris la peine de créer une opération de communication, certains diront une PSYOP, etc., qui permet de contourner le contrôle de l'information des médias. Quand Trump est arrivé en 2016, les médias étaient évidemment verrouillés 100%. Et c'était... quand Obama a mis en branle cette tentative de coup d'État, le Obamagate, il pensait réussir parce qu'il contrôlait 100% de la trame narrative des médias. 100% de ce que les gens pensent, la presse, la télévision, etc., sauf un petit peu Fox News, mais même à ça, Fox News était... on a vu ce qu'ils ont fait en 2020. Et donc, c'est pour ça qu'il y a d'autres canaux comme Newsmax qui ont été créés, parce que Fox News aussi était compromis, mais... le coup contre Trump aurait probablement fonctionné si Trump n'avait pas été capable de disséminer l'information en contournant les médias. La COVID aussi aurait fonctionné si ça n'avait pas été possible de contourner les médias et d'avoir une base. Ils ont essayé de censurer sur les réseaux sociaux, mais le fait de pouvoir contourner les médias, en 2015, c'était pas évident. Déjà en 2020, avec la COVID, Trump avait créé une infrastructure informationnelle qui permettait de contourner l'État profond. Mais en 2015, 2016, début 2017, quand il est arrivé là, c'était vraiment pas évident. Et c'est pour cette raison que c'était absolument essentiel de créer quelque chose comme l'opération QAnon pour contourner le blocus médiatique. Je vous montre un extrait de Trumpologie 103 où est-ce que je parle justement de QAnon puis l'opération là-dessus, la raison pour laquelle ça a été créé. Alors, le rapport Mueller déposé, cette histoire de collusion avec la Russie derrière nous, on peut faire un bilan provisoire des opérations de QAnon sur Internet depuis 18 mois. Une opération de guerre stratégique informationnelle, QA, qui a atteint la majorité de ses objectifs, notamment celui de contourner le blocus médiatique, le blocus informationnel autour de ce président. On sait que l'État profond a tenté de destituer Donald Trump, et une des façons qu'il avait de destituer ce président-là, c'est d'opérer une censure sur l'information, de ne produire que de l'information négative sur le président. Alors, le président qui a eu besoin de l'opération QAnon pour faire sortir et envoyer de l'information à ses supporters, les informer de l'action réelle du président, donc des ordres exécutifs qui étaient signés par le président, de ses mises en accusation sous scellé, de ce qui se passait avec les enquêtes au Congrès, le mémo Nunez, l'agrandissement de la prison de Guantanamo, ce qui se passait avec le juge Kavanaugh, les opérations sous faux drapeau de l'État profond. À chaque fois que le président menaçait de déclassifier quelque chose, il y avait une fusillade. Donc, Q nous a informés de ce qui se passait réellement au sein, je veux dire, à l'intérieur de l'administration Trump. Les médias qui ne le faisaient pas, les médias qui filtraient toute l'information à travers un filtre négatif. Alors, Q a permis de contourner le blocus médiatique, ça c'est d'une part. Deuxièmement, QAnon a fait tomber les masques, en fait. Il a révélé la duplicité des médias, que les médias sont une opération de propagande. Il a montré que les médias étaient en fait tous liés, ils n'étaient pas objectifs, ils n'étaient pas les chiens de garde de la démocratie, qu'ils étaient tous liés pour destituer ce président démocratiquement élu. Plusieurs des journalistes d'ailleurs et certaines agences de presse étaient au courant que cette histoire de collusion avec la Russie n'était que du vent. Plusieurs journalistes avaient eu accès à des informations confidentielles qui leur avaient été coulées par notamment Adam Schiff.
des informations confidentielles qui démontraient qu'il n'y avait rien, là, qu'il y avait... les agents du FBI le disaient, il n'y avait rien. Les journalistes étaient au courant qu'il n'y avait rien, mais continuaient à nous remancher cette histoire de collusion avec la Russie dans l'objectif d'une éventuelle destitution du président afin de lui enlever sa légitimité démocratique. Voilà. Donc, essentiellement, c'est ça. Trust the plan, c'est un effort à long terme, millimétrique, qui ne peut pas être arrêté, visant à destituer l'État profond. Et voilà, donc j'ai dit, c'est ça, que nos adversaires, eux, planifient à long terme. Puis c'est comme si certaines personnes essaient de nous faire croire que du côté des patriotes, ils ne sont pas capables de planification à long terme. Mais non. Et donc ça, c'est pour donc vous comprenez la notion de panic and. S'il n'y avait pas eu Q, s'il n'y avait pas eu une planification à long terme, etc., on aurait eu juste des panic ends. Juste les gens auraient... Le deuxième mandat de Trump et son troisième mandat non plus n'aurait pas été possible. Après ça, il y a se servir de ses adversaires. Par exemple, c'est ce que Trump a fait avec Robert Mueller. Robert Mueller, qui était le directeur du FBI lors du 11 septembre, et il a littéralement lavé toute l'enquête, là, la disparition des preuves, etc. Il a exonéré Bush, essentiellement. Il a participé aussi à la vente d'uranium, Uranium One, etc. Mais Trump l'a pris parce qu'il était contrôlable. Donc, se servir de ses adversaires, le thème de ça, l'idée de ça, c'est qu'au lieu de détruire ton adversaire, comme tout le monde veut sur Twitter, là, tout le monde, pourquoi il n'a pas arrêté? Pourquoi il n'a-t-il pas dénoncé von der Leyen, etc.? Pourquoi? Parce que tu peux t'en servir. C'est beaucoup plus intelligent de retourner quelqu'un à ton avantage que de la détruire, puis après ça, t'es pris avec rien. C'est-à-dire, tu y vas subtilement, tu y vas en coulisses. C'est comme ça que les maîtres espions fonctionnent. Tu sais, dans le genre, si tu es en Russie, tu es le chef du KGB, puis là, tu te rends compte que ton numéro 2 travaille pour la CIA. Qu'est-ce que tu fais? Dans les bons films d'espionnage, les cas réels aussi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu arrêtes ton numéro 2 puis tu le mets en prison pour trahison, ou tu te sers de ton numéro 2 pour couler de la fausse information aux États-Unis? Pensez-y. C'est comme ça que les espions fonctionnent, c'est comme ça que les agences de renseignement fonctionnent, c'est comme ça que Trump fonctionne. Au lieu d'arrêter une personne, au lieu de... Ça ne vaut pas pour tous, là. Il va y avoir des arrestations, mais dans le but d'arriver à la fin de son plan, de son objectif, il y a des personnes que tu veux garder en place pour t'en servir au lieu de tout détruire. Si tu détruis certaines personnes, tu ne peux pas atteindre le niveau supérieur. Vous comprenez? La police fonctionne comme ça aussi. Au lieu de mettre quelqu'un en prison, un subalterne, ils vont lui donner une sentence clémente à condition qu'il crache le morceau sur le boss. Vous comprenez le principe un peu, là. Et donc, c'est utilisé par Trump, se servir, au lieu de détruire ses ennemis, se servir de ses ennemis. Il l'a fait avec Robert Mueller, qui l'a placé. Tout le monde pensait que Robert Mueller allait écrouer Trump. Or, Robert Mueller travaillait pour Trump. Trump, avant de le nommer, et ça a été une rencontre secrète, avant de le nommer, a rencontré Robert Mueller. Les documents récemment publiés font la lumière sur la rencontre Trump-Mueller. Il a rencontré Mueller en secret 24 heures avant de le nommer Special Counsel. Puis là, après, quand c'est sorti, il a dit « Ah, je voulais juste savoir s'il était éligible pour poste de directeur du FBI, alors qu'il avait déjà fait son 10 ans que c'était pas possible, etc. » Il l'a rencontré pour lui dire « Tu vas devenir le Special Counsel, tu vas enquêter sur moi, puis il n'y aura aucune conclusion, il n'y aura aucune... Et en échange de... Sinon, on sort tout ce qu'on a sur toi. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait avec le 11 septembre, etc. Et Mueller a collaboré, il n'a rien donné comme sentence à Trump, etc. Même chose avec Bill Barr, qui était son deuxième ministre de la Justice, qui était le ministre de la Justice sous le père Bush, George W. Bush. Et là, les gens disaient, Trump est entouré du marais, Trump est compromis, des personnes autour, il est contrôlé par l'État profond. On regarde sa nomination de Bill Barr, etc. Non, c'est encore une fois, c'est la même chose. Bill Barr qui a exonéré l'administration Bush de toutes sortes de scandales, George Bush notamment sur l'Irak-Contra, etc. Ça a été un homme de main de George W. Bush. Et donc, c'est ça, tu prends des personnes compromises et tu leur fais faire ton travail précisément parce qu'ils sont compromis. Plus une personne ou une organisation est corrompue, plus elle est manipulable. Par les patriotes aussi. Par les patriotes, je l'ai déjà expliqué. Même chose avec Joe Biden. Joe Biden, qui est probablement un épouvantable pédophile et tout ça, est compromis à l'os. Eh bien, tu l'embrigades dans un plan de continuité de gouvernement où est-ce qu'il va jouer son rôle de vieux sénile
jusqu'à 2 mois avant l'élection. Il va re-signer tous les ordres exécutifs de continuité de gouvernement, il va faire ce que, etc., etc. Et là, 2 mois avant l'élection, alors que là, Michel voudrait comme, embarquer, etc., là, tu sors ton deuxième pion, Kamala Harris, qui, elle aussi, j'ai expliqué, j'ai fait un web journal de quelle façon c'était pas possible qu'elle soit autonome. Ils ont évité, Barack Obama voulait une convention ouverte, il voulait comme une convention ouverte avec des candidats pour remplacer Joe Biden, et finalement, Kamala a manœuvré pour que ce soit un couronnement. Et elle a choisi, on a tout expliqué ça, son choix de Tim Kaine et ce qui lui a fait probablement perdre l'élection, parce que normalement, un vice-président, tu prends quelqu'un qui va chercher. Kamala Harris était déjà considérée comme une extrémiste de gauche, la gauche radicale, puis là, elle a été prendre encore plus à gauche qu'elle. On sait qu'aux États-Unis, il faut que tu vises le centre lors des élections, le monsieur et madame tout le monde. Elle a été prendre le plus radical à gauche, là, avec aucun charisme. Tu prends radical à gauche, tu prends Gavin Newsom, là, il y a une espèce de superbe, et puis, mais non, elle a été prendre une espèce de vieux sénile qui empêtré dans les histoires de semi-pédophilie ou d'avoir déserté l'armée, stolen valor, etc. Elle a été prendre le pire candidat avec des squelettes dans le placard et tout. Et elle a dit, genre, on a vu tout ça, là, j'ai été 17 fois en Georgie. Elle a fait presque un clin d'œil à la caméra. J'ai été 17 fois en Georgie. Elle publie son autobiographie aujourd'hui, et le livre s'appelle 107 jours. On comprend qu'il faut laisser tomber les zéros. Ça fait 17. Voilà. Mais, et même chose avec Von der Leyen. Pourquoi elle signe avec Trump? Parce qu'ils ont évidemment tous les courriels, etc. Et puis elle est obligée de signer, sinon c'est rendu public. Un petit peu comme avec ce qu'ils font avec Macron. Macron qui a probablement joué au dur avec Trump. Et puis là, Trump qui, initialement, avant le input de... faisait documents, Xavier Poussard, etc. Elle a sorti l'histoire de la bête à Brigitte. Et là, j'avais dit à l'époque, quand c'était sorti, j'avais dit, quelqu'un, pour qu'elle se compromette, qu'elle se commette comme ça sur un dossier aussi important, il faut que quelqu'un, à l'intérieur du très haut placé, Trump lui-même ou les fils de Trump, lui ait filé le dossier sur la vie sexuelle de Macron qu'on a retrouvé dans les documents de Trump. Vous comprenez? Il y avait ça, le dossier sur la vie sexuelle de Macron. On lui a probablement... Elle ne parle même pas français, elle se commet à fond, c'est parce que quelqu'un lui a donné les garanties au gouvernement que c'était réel. Et donc, même chose avec, par exemple, ici c'est l'exemple parfait, Éric Ciaramella. Éric Ciaramella, qui était sur le National Security Council, le Conseil à la sécurité nationale, c'est quelque chose comme une couple de dizaines de personnes qui donnent des conseils au National Security Advisor. Présentement, c'est Marco Rubio qui occupe le poste. Si je me rappelle bien, Marco Rubio, il occupe 2 chapeaux, politique étrangère, National Security Advisor. Mais initialement, c'était Mike Flynn dans l'ancienne administration Trump. Au début, c'était Mike Flynn, le poste de Mike Flynn. Et donc, le National Security Advisor siège sur le conseil. Et là, l'administration Trump savait qu'il y avait ce gars-là, Éric Ciaramella, qui était un pro-démocrate carabiné, une nomination de Barack Obama, etc. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont se servir de ses ennemis plutôt que de les détruire? Est-ce qu'ils ont nettoyé le National Security Council? Ben non, ils n'ont pas nettoyé. Ils l'ont laissé en place. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont coulé la fausse transcription téléphonique entre Trump et Zelensky qui a conduit au premier impeachment de Trump. Tu sais, le quid pro quo là, qu'il disait, et puis je me rappelle pas en français c'est quoi, là, vente d'influence politique, etc. Trump qui voulait que Zelensky enquête sur Biden, son ennemi. Et puis... Or, ce qu'ils ont coulé à Ciaramella, c'était une fausse transcription. Et donc, comme l'espion du KGB dont j'ai parlé, est-ce que quelqu'un qui est bon en... qui est bon en renseignement, est-ce que... Est-ce qu'il va juste comme se débarrasser de ses ennemis ou il va les garder près de lui pour leur couler de la mauvaise information et s'en servir? C'est le meilleur exemple, Éric Ciaramella. Par exemple, on pourrait dire, mettons comme Madame un tel, tu es une fille, puis là tu sais que ton ami parle dans ton dos. Fait que là, elle parle dans ton dos à des personnes que tu n'aimes pas. Là, ta supposée bonne amie, elle parle dans ton dos. Et il y a 2 possibilités. Tu peux soit arrêter de lui parler à ta bonne amie,
c'est un petit peu plus compliqué avec l'amitié parce qu'il y a des sentiments et tout, là, mais quand dans le contexte professionnel, c'est faisable. Mais comprenez un peu l'analogie. Ta bonne amie parle dans ton dos, est toujours en train de te parler dans ton dos, etc. Puis rapporter, ou bien pas nécessairement parler dans ton dos, mais rapporter tout ce que tu fais à une personne, dire tes secrets, etc. Qu'est-ce que tu peux soit te débarrasser d'elle, puis arrêter de lui parler, arrêter de l'appeler, arrêter de la texter, ou tu peux l'utiliser pour faire passer des messages. J'essaie de changer un peu le registre là, pour que les gens comprennent. C'est ça que Trump fait. Donc, se servir de ses ennemis plutôt que... Et même chose avec BlackRock. Et donc, les gens disent, « Ah, Trump a utilisé BlackRock. Il fait affaire avec BlackRock. » Oui, BlackRock, c'est pas une compagnie illégale. Et donc, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi l'option? Tu détruis BlackRock ou tu te sers de BlackRock? Tu manipules BlackRock à ton avantage. Tu négocies, puis tu t'arranges pour que... Si tu fais pas ça, non, tu veux pas... BlackRock peut être un avantage dans une stratégie de renaissance américaine. Tu peux par exemple, lui demander de mettre la hache dans tout le système de capitalisme inclusif parce que c'est BlackRock qui pilotait ça. Donc, dans un premier temps, tu peux faire ça en plusieurs étapes, mais dans un premier temps, au lieu de juste envoyer des poursuites légales contre BlackRock et tu peux menacer, mais au lieu de juste la détruire avec des trucs légaux et tout ça, genre des attaques publiques sur son président, tu peux lui dire, bon, ben, faire pression puis dire, on détruit le capitalisme inclusif. Le capitalisme inclusif, c'est ça ici, là, c'est les trucs genre vert, LGBTQ. C'est BlackRock qui pilotait ça. BlackRock avait mis une cote sur l'argent prêté aux compagnies. Il n'y avait pas d'argent prêté à des compagnies qui n'avaient pas un score ESG, là, environnemental, social et governance. Right? Et là, les autres ont suivi, etc. Eh bien, BlackRock a mis un terme à ça. Je ne sais pas si c'est avant ou après la rencontre avec Trump, mais c'est clair qu'il y a eu des discussions. Comment BlackRock a abandonné l'engagement social et environnemental. Plus de trucs lobby LGBTQ, environnemental, green, etc. Parce que c'est vers ça qu'on s'en allait. Et ça, c'était un des objectifs, par exemple, qui était discuté au Club Bilderberg. Tu sais, quand on dit le Club Bilderberg, ben, ces gens-là se rencontrent là, au Club Bilderberg et puis disent, on va faire pression sur les compagnies, on va transformer toute la structure corporative en Occident en une espèce de machine pro-LGBTQ, pro-truc vert, pro-truc, etc., etc. Et inclusion, diversité, migrants et tout. Comment on va faire ça? Ben, on va piloter ça avec BlackRock. Inquiétez-vous pas. Je vais vous arranger ça. On va faire on va mettre un ordre à toutes nos subsidiaires pour faire en sorte qu'on ne prête pas d'argent aux gens qui ne sont pas verts, LGBTQ, pro-migrants, etc. Il n'y a pas d'argent qui rentre. C'était ça, les fonds. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Trump qui arrive avec le renouveau, il change le pape, l'autre qui était sur le truc LGBTQ, mais un pape, et puis genre au niveau de... Donc tu changes les... tu te sers de tes ennemis plutôt que de les détruire. OK, vous avez compris. Pédagogie, on va y aller vite parce que là, ça avance. C'est pas centralisé, les QF... Non, c'est ça, c'est pas... Donc, précipice. Pédagogie, tu veux, étant donné que tu veux respecter la psychologie, la psyché des Américains, la capacité, comme d'absorber certaines informations. J'ai parlé de la greffe en début de Web Journal. Si c'est trop radical, c'est rejeté. Et donc, il faut que ça soit absorbé sur le long terme. Il faut aussi que tu prépares les gens. Il faut que tu leur fasses comprendre que l'heure est grave, qu'on est sur le bord du précipice. C'est ce que Mike Flynn a expliqué. Il faut que les gens... Et donc, il faut que les gens... Il faut que tu... Oui, mettre en scène le précipice, c'est-à-dire tu mets un Joe Biden contrôlé qui fait des trucs qui sont genre, qui vont, comme que les Américains trouvent que ça n'a pas d'allure. Là, les gens nous envoient des captures d'écran. Là. Comment Trump peut-il laisser ça, etc.? Ben, ça fait partie de la pédagogie. Ça fait partie de la pédagogie. Les gens sont comme, ont une vision extrêmement à court terme, là, tu sais. Je l'ai expliqué ça, c'est-à-dire ils ne sont pas capables de voir à long terme, alors que trust the plan, ça veut dire ça suppose la capacité d'extrapoler, de sortir de l'événementiel et de voir à long terme. Et donc, le précipice, c'est ça. Il n'y a aucun anonyme qui a paniqué quand Biden faisait des trucs parce qu'on comprenait que c'était de la pièce de théâtre et que ça n'avait pas d'impact réel.
Oui, oui, par exemple, quand il a autorisé les femmes dans le sport, etc., il y a des filles qui ont perdu leur médaille, que leur vie a été ruinée, etc. Oui, mais encore une fois, on parle au niveau stratégique. Ici, on a un pays à sauver, une civilisation à sortir du néant. Et ce genre de truc-là, si tu dis, par exemple, si tu dis c'est inacceptable qu'un raton laveur se fasse écraser sur la route, il faudrait arrêter de conduire. Si tu rentres dans l'extrême émotivité, tu arrêtes tout. Tu peux, et on nous conditionne à ça un peu, là, à être hyper émotif sur des trucs. On n'est pas à Radio-Québec, et donc on est désolé. Vous nous le reprochez souvent. Alexis est comme un cœur de pierre. En fait, c'est le contraire. C'est le contraire. Et donc, c'est ça ce que j'ai expliqué dans Genèse 101. Hein, la Genèse, c'est-à-dire que les institutions sont menacées, la Constitution des États-Unis est réellement menacée, et on est toujours sur le bord de la Troisième Guerre mondiale. Puis là, à Radio-Québec, on dit non, c'est pas la Troisième Guerre mondiale, parce qu'on a une compréhension synoptique de tout ce qui se passe. Par exemple, il faut faire comprendre aussi, ils l'ont fait à de multiples reprises avec des vidéos, avec Flynn, avec toutes sortes de choses, que l'État profond contrôle les institutions depuis au moins la mort de JFK, etc., que le département de la justice est corrompu, qu'il utilise un double standard, et là, on s'en va probablement que la CIA, que le FBI, etc., sont militarisés, sont politisés, ne sont plus aptes, n'ont plus la confiance des Américains. Il faut le produire, c'est-à-dire que tu ne peux pas arriver en 2017 puis fermer la CIA, tu comprends-tu? Tu ne peux pas fermer le FBI. De quoi tu as l'air si tu fermes le FBI en 2017? Tu sais que le FBI est corrompu, tu sais que la CIA est corrompue. Tu arrives réellement, là, really? Tu fermes ça là, en 2017, puis là, imagine ce que tu te prends dans la gueule médiatiquement, le Congrès, là, tu aurais eu une vraie destitution. Là, tu sais. Et donc, tu dois make the case, comme on dit en anglais. Là. Tu dois faire comprendre aux Américains le niveau de la corruption et de compromission des institutions pour arriver jusqu'à Barack Obama. Tu dois montrer tout étape par étape. Et donc, c'est ce que j'ai dit ici, l'acceptation sociale avant l'action politique. Même chose avec le Obamagate, même chose avec Jeffrey Epstein. Et là, imaginez le niveau de maturité politique de ces hommes-là, c'est-à-dire que Trump s'arrange pour que même une partie de sa base commence à douter de lui pour, je veux dire, arriver à ses résultats politiques. Vous comprenez? C'est quand même... en termes de, tu sais, quand il dit « je vais prendre des flèches pour vous », là, mais c'est pas juste les attaques médiatiques, c'est ce genre de truc-là. C'est-à-dire qu'il va, pour que les démocrates croient et que les médias croient réellement que Trump est dans les dossiers Epstein et qu'il, tu sais, que c'est pas un acte, là, tu sais, il faut qu'une partie de sa base le veuille aussi. Donc, il faut qu'une partie de sa base perdre confiance en lui. C'est ça qui donne la crédibilité au truc. Et puis là, après ça, pensez-y, là, avec tout ce qu'on a dit, ce qu'on a montré sur Epstein, etc., on ne refera pas le cas aujourd'hui, mais imaginez le niveau de maturité politique que ça prend pour arriver. Puis là, après ça, regardez nos politiciens, là, François Legault, Maurice, des deux de pique qui n'ont aucune vision à long terme, etc., c'est ça, Trumpologie. Là, et donc, c'est ça. Ça doit être demandé par le dévoilement par étapes. Et ça ne peut pas être Trump qui fait lui-même les annonces de on démantèle le FBI, on arrête Barack Obama, Jeffrey Epstein, on sort le dossier. Il faut que ça vienne du peuple. Et donc, il faut que tu crées du mécontentement. Vous comprenez? 1, 2, 3, 4. Vous comprenez la logique de tout ça? Et étant donné que c'est une logique séquentielle sur le long terme, bien, d'une certaine façon, c'est trust the plan. Il y a un plan sur le long terme. On vous l'explique à Radio-Québec du mieux qu'on peut. Ailleurs aussi, sur d'autres chaînes, ils l'expliquent, mais étant donné que c'est par étapes, qu'il faut y aller doucement pour pas que le corps social rejette la greffe, etc. Et pour les anonymes, on dit, ceux qui ne comprennent pas tout, mais il y a comme trust the plan. On s'en rappelle, ah oui, c'est vrai, tu sais, quand ça fait genre 10 fois que tu te trompes, que tu dis genre c'est la Troisième Guerre mondiale où Trump va être destitué, puis tu sais, même si tu es un partisan de Trump, là, tu dis ouais, cette fois-ci, il exagère un peu, là, c'est trust the plan, ouais, finalement, ça retourne bien, puis c'est comme tu te le rappelles, puis, mais c'est ça. Donc, d'une façon ou d'une autre, c'est un plan qui s'inscrit sur une décennie minimum. Voilà. OK?
Donc, ça, c'était pour pédagogie. Distanciation, on va y aller rapidement, on est déjà à 1 heure. Distanciation, on l'a expliqué avec le truc de Miranda Devine. Non, je voulais pas mettre en prison Hillary Clinton. Puis en fait, qu'est-ce qu'il a? Ils sont ici, les trucs là. Qu'est-ce qu'il fait sur Truth Social? Il publie exactement le contraire. Donc, it's time to indict Obama for treason. C'est un après l'autre. Là, il n'arrête pas sur Truth Social. Si vous allez sur son Truth Social, il republie les gens qui disent le Q, blablabla. Là, il n'arrête pas de republier des trucs de Q. Je veux dire, vous voyez le Q sur le collet, là? Regardez sur son collet blanc, là, il arrête. Je veux dire, c'est un après l'autre. Il revendique. Et donc, il y a 2 trames narratives. Il y a une trame narrative pour les anonymes, ceux qui le suivent sur Truth Social. Puis après ça, il y a comme son visage public de président devant les médias, où est-ce qu'il dit genre, il fait des annonces, je veux que la guerre se termine, Poutine est un méchant garçon, on va envoyer des sous-marins nucléaires, et puis alors qu'on sait, tout le monde qui connaît l'action du président sait qu'il ne va rien se passer. Et j'espère que les auditeurs de Radio-Québec... C'est quoi, il y en a un qui a paniqué encore une fois, les sous-marins nucléaires, là, il a dit « J'avais confiance en Trump, cette fois-ci, c'est trop. » En tout cas, mais puis il republie des trucs de Q. Regardez ça ici, le Obama coup d'État. C'est littéralement le post 4012. Ça, c'est la même. Il republie. En tout cas, il s'en cache même plus. Ça fait 1000 fois qu'on vous explique ces trucs-là, mais c'est ça. Donc, distanciation, on l'a expliqué avec Jeff Sessions. Hein? Trump qui fait référence à Jeff Sessions comme Monsieur Magoo. Vous vous rappelez de cette émission? C'était pas ma préférée le samedi matin, mais... Monsieur Magoo, ben c'est ça, parce qu'il ne voyait rien. Et là, il disait que Jeff Sessions ne voyait rien dans cette histoire de collusion avec la Russie. Il avait été Jeff Sessions qui s'était récusé, alors que Jeff Sessions, en coulisses, ouvrait toutes les enquêtes. Durham a été ouvert sous Jeff Sessions. Il a été annoncé par Barr, mais il a été ouvert par Jeff Sessions. Et donc, officiellement, double trame narrative. Tu as 2 trames narratives. Tu as la trame narrative de Q pour les anonymes qui savent exactement qu'est-ce qui se passe avec les enquêtes, le Obamagate, etc. Mais en surface, pour les médias, c'est comme... Merde, mon ministre de la Justice m'a encore fait un faux bond. J'aurais jamais dû le nommer. Hein. Trump n'aurait pas nommé Jeff Sessions s'il avait su qu'il se récuserait. Ça a duré 3 ans, cette guerre-là, entre les deux, tout le temps. Mon ministre de la Justice, alors que Jeff Sessions a même agrandi Guantanamo. Il y a comme des trucs comme ça. Il y a comme... Bon, même chose avec Bill Barr. Il l'a appelé Gutless Pig, un porc sans couilles. Alors que Barr a tout fait. Hein. C'est Barr qui a fait arrêter Epstein. C'est Barr qui a annoncé Durham. C'est Barr qui a fait en sorte que Durham devienne un special counsel. Il l'a fait secrètement 30 jours avant l'élection de 2020. Il a fait tout le jeu de Trump. On l'a montré 1000 fois. Même chose avec Pence, etc. On peut y aller là-dedans. Donc, Trump prend ses distances avec ses ministres de la Justice pour éviter l'accusation de revanche et de politisation, etc., etc. Après ça, on arrive dans le double narratif, un autre des points du code Trump. Même chose avec donc Robert. On l'a expliqué, donc on repasse là-dessus. Aucune preuve, impossible de blanchir. Double narratif, c'est que Mueller se présente après la journée où est-ce qu'il présente son rapport, je pense en avril 2019. Il fait sa conférence de presse au département de la justice et là, tout le monde s'attend à ce qu'il passe les menottes à Trump. Le directeur de la CIA, je l'ai déjà dit, John Brennan, disait 2 semaines avant le dépôt du rapport Mueller que Mueller allait passer les menottes à Trump. L'ancien chef de la CIA, et nous autres, on disait le contraire à Radio-Québec. Il dit, il ne va rien se passer. En tout cas. Mais il arrive, puis je vais arrêter de rire. C'est quand même drôle de pouvoir se moquer d'un directeur de la CIA. Je trouve ça juste comme fantastique. En termes, c'est pas juste une question d'ego ou d'orgueil. C'est juste, c'est comme se moquer d'un directeur de la CIA quand même. C'est pas. Mais il arrive, il se présente à la conférence de presse, puis il dit 2 choses. Là, je vous explique la double trame narrative. Là. Il dit il n'y a aucune preuve que Trump ait collaboré avec la Russie. Puis là, il fait toute son élaboration, qu'ils n'ont pas trouvé de preuves, etc. Puis là, après ça, il dit plus loin dans la conférence de presse, ou avant, je ne me rappelle pas c'est quoi l'ordre, il dit mais toutefois, il est impossible de blanchir complètement Trump, d'exonérer complètement Trump. Ils sont pas capables de complètement exonérer Trump. Et là, les médias prennent la deuxième partie, puis ils font ça. Mueller n'est pas capable de partir avec, puis font des unes. Trump n'est pas blanchi, Trump n'est pas... Mais d'un autre côté, il n'y a aucune preuve, puis il n'y aura pas d'accusation. Et à ce moment-là, on avait exactement la double trame narrative. Cette notion de double trame narrative vient de Scott Adams, qui a été une de mes influences
influence initiale quand j'ai commencé le Web Journal, qui est un cartooniste, c'est lui qui fait le cartoon Dilbert. Il y a une émission sur X le matin aux États-Unis qui s'appelle Coffee with Scott Adams, qui est très instructive. Il a écrit le livre How to Fail at Almost Everything and Still Win Big. Comment échouer à pratiquement tout et toujours et bien s'en sortir, qui a été l'impulsion, je l'avoue, là, l'impulsion initiale dans le fait de lancer Radio-Québec, puisque j'ai toujours eu peur de perdre la face, et j'étais une personne gênée et tout, et ce livre-là montre que, genre, d'échec en échec jusqu'à la victoire. Il m'a convaincu. Et finalement, je me dis, je vais avoir l'air d'un zouf pendant genre 1 an. Ça va être, tu sais, je vais me faire. Puis éventuellement, je vais m'améliorer. Puis ça va. Fait que j'y suis allé. Et puis finalement, ça a bien été. Merci, Scott Adams. Et là, il y a un cancer. Et donc, on verra. On lui souhaite la santé. Même chose avec le coup de téléphone. Donc, double trame narrative. Même chose, on l'a expliqué. Même chose avec lors du impeachment. Ils ont coulé le premier impeachment, ils ont coulé une fausse transcription téléphonique à Éric Ciaramella qui était compromettante pour Trump. Éric Ciaramella l'a donné à Adam Schiff. Adam Schiff l'a rendu public et en même temps qu'Adam Schiff rendait ça public et que le premier impeachment était lancé par Nancy Pelosi, etc., dans l'heure qui a suivi, Trump a rendu public la véritable transcription qui était différente de celle qui avait été coulée et qui montrait qu'il n'y avait pas eu de quid pro quo, etc. Et donc, toute la raison de l'impeachment avait été vidée complètement. Et même lors de l'impeachment, donc ça, vous avez encore une fois une double trame narrative. Et vous avez la même chose aussi avec l'ambassadeur Sondland lors de l'impeachment. Je l'ai expliqué encore une fois récemment, là, qui avait dit le matin, qui avait dit que c'était clair qu'il y avait eu une demande de réciprocité politique, un quid pro quo et que Trump était compromis, etc. Et puis là, l'après-midi, et là, les médias partent avec ça. Puis l'après-midi, il dit « Ouais, mais c'était juste mon impression personnelle. » Donc, double trame narrative. Même chose avec toute la guerre. Généralement, Trump va généralement dire qu'il va faire exploser le pays. Par exemple, la Corée ici, vous avez Trump qui dit qu'il va faire sauter Rocketman et puis finalement, les deux s'entendent. Ils sont au paradis des politiciens ensemble. Double trame narrative. Double trame narrative aussi quand il a dit qu'il aimerait avoir des généraux. Il a fait couler la fausse information qu'il aimerait avoir des généraux comme Hitler. Et là, les médias sont partis avec ça durant la dernière campagne. Ils disaient « Ah, Trump est comme Hitler, ce fasciste. Rappelez-vous, comment il s'appelle Boisvert, là, le chroniqueur, on s'était moqué de lui, tout le monde en parle, c'est un fasciste, on est sur le bord de la tyrannie, etc. Et puis, l'information vient de personnes crédibles. Et puis, or, c'est Trump qui a fait couler ça. Et là, les démocrates, les médias sont partis avec le truc Hitler, fasciste, etc., qui n'intéresse pas les Américains, alors que Trump parlait d'emploi, de paix mondiale, de toutes sortes de trucs, de fin de l'immigration qui intéressaient les Américains. Donc, double trame narrative. Ils sont partis avec le logiciel Hitler, alors que Trump parlait de choses réelles. Même chose, même stratégie, je l'avais expliqué à l'époque, je pense que c'est dans le Web Journal Masterclass. Hillary Clinton, qui, lors de la première campagne électorale, Trump faisait un discours fleuve de 1h30 sur un sujet, il parlait de toutes sortes de trucs qui préoccupaient les Américains. À la fin, il sortait une petite phrase controversée. Et là, Hillary Clinton tombait là-dessus. Elle passait la semaine à parler de la phrase controversée de Trump, etc., etc. Il a fait ça durant toute la campagne. À la fin de la campagne, elle a dit que les électeurs de Donald Trump étaient un panier de déplorables, basket of deplorable, des racistes, sexistes, homophobes. Les électeurs de Trump étaient des racistes, sexistes, homophobes. Et elle a insulté les Américains. Elle a mordu à l'hameçon. Elle a insulté les Américains. Et donc, double trame narrative. Trump produit comme ça une double trame narrative. Lui parle d'emploi, de sécurité, d'immigration et de toutes sortes de choses que les Américains veulent entendre. Et puis, elle parlait de racistes, sexistes, homophobes, etc. Gestion du discours, vous comprenez, gestion de... et puis après ça, gestion du langage politique. Là, j'arrête là parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire sur la façon dont Trump utilise le langage politique. Entre autres, Scott Adams en a parlé pas mal. La façon dont il fait, j'en parlais dans le dernier Web Journal, dont il fait advenir la réalité en parlant de winning, en rentrant dans la tête des gens certains mots-clés. Et donc, par exemple, quand je montrais dans le dernier Web Journal, le clip où est-ce qu'il fait arrêter Barack Obama au bureau ovale, c'est de la prédiction, de la programmation prédictive. Et donc, il y a cette façon-là de maîtriser le langage. C'est pour ça qu'il se situe au-dessus de tous ses adversaires et que Scott Adams était la seule personne en 2015 à prédire l'élection de Donald Trump. Tout le monde disait que c'était un fou. Sur tous les plateaux, tout le monde riait. Il y a littéralement des clips, des compilations de gens sur les plateaux qui rient
de la candidature de Donald Trump. C'était le bouffon de la WWE qui jouait une fois de temps en temps dans des films et puis qui était des apprentices. Puis lui, il voulait devenir président des États-Unis. Scott Adams a vu comment Trump utilisait le langage et il a dit c'est lui le prochain président. Et il a eu raison. Il y en a une autre, je ne me rappelle plus, elle a disparu, là. Une commentatrice républicaine, là, je ne me rappelle plus. En tout cas, une blonde aux yeux bleus, là. Mais Scott Adams, lui, avait des raisons béton pour le faire. Et donc, maîtrise du langage. On pourrait, c'est double narratif, mais c'est aussi maîtrise du langage politique. Et on va terminer avec risque zéro. Finalement, quand Trump se lance dans quelque chose, c'est toujours ficelé d'avance et il n'y a jamais aucun risque de rien. Par exemple, l'enquête Mueller. L'enquête Mueller, j'ai expliqué dans Trumpologie 101 de quelle façon il a mis une personne à lui, en charge de l'enquête, Robert Mueller, qui le contrôlait, là. Puis après ça, il s'est arrangé pour que Rod Rosenstein, le numéro 2 du département de la justice, fasse reposer tout le mandat Mueller sur le dossier Fusion GPS qui était un faux dossier. Et ils avaient tous les mandats d'écoute électronique, ils avaient toutes les informations pour faire tomber ce dossier-là, montrer que c'était faux, etc. Et donc, Trump a fait en sorte qu'un château de cartes soit construit qui pouvait, l'enquête sur la collusion avec la Russie, qui pouvait détruire à n'importe quel moment lui-même. Il avait lui-même le bouton pour faire s'effondrer l'enquête Mueller à n'importe quel moment. Donc, risque zéro sur l'impeachment, puisque l'impeachment était, le prédicat de l'impeachment, c'était une fausse transcription téléphonique. Et donc, zéro risque. Il s'est lui-même mis à risque avec l'enquête Mueller. Ça, c'est l'effet miroir, là, c'est le point 2 du code Trump. Il se met lui-même à risque. Avec l'impeachment, alors qu'il y a zéro risque. Risque zéro. Même chose avec les frappes contre la Syrie. Quand j'ai fait ce web journal-là, les gens disaient genre, c'est le début de la Troisième Guerre mondiale. Et tous les avatars subséquents de c'est le début de la Troisième Guerre mondiale, Alexis, quand les Abraham sont rentrés en Ukraine, c'est le début de la Troisième Guerre mondiale. C'est risque zéro. C'est risque zéro. Même chose avec les frappes contre l'Iran. Les États-Unis sont entrés en guerre, Alexis, c'est le début de la Troisième Guerre mondiale. Salim Laibi, là. Oh. Soleimani, c'est le début de la Troisième Guerre mondiale. Risque zéro. Risque zéro. Kim Jong-un, risque zéro. Ukraine, risque zéro. Risque zéro. Donc, voilà, c'est ça. C'est les 7 points du code Trump qu'on a pour vous aujourd'hui. Fausse chicane, effet miroir, se servir de ses ennemis, la pédagogie aussi, le fait d'inscrire ça sur le long terme pour faire en sorte que on pourrait dire, comment j'ai expliqué ça? Je commence à fatiguer. L'acceptation sociale avant l'action politique. Pédagogie, c'est l'acceptation, c'est pour ça que ça prend du temps. Les gens veulent, comme les enfants qui nous critiquent là, sur Twitter, veulent tout de suite des choses, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut, même moi, je pensais qu'il allait y avoir des arrestations plus rapidement, je sais, je l'ai déjà dit. J'ai même mis la chaîne en jeu, là. Mais c'est ça, donc, pédagogie sur le long terme, c'est ce qu'on comprend ici. Double trame narrative et maîtrise du langage politique. Risque zéro, distanciation, main propre, etc., etc. Okay? Et ça doit venir du peuple. C'est les gens qui... Il ne peut pas avoir l'air du dictateur dont les médias nous parlent. Là. Les médias nous disent que c'est un dictateur qui aime Hitler et tout, là, qui va se venger politiquement avec le département. Ça ne peut pas être lui qui... Ça doit venir de l'indignation de la population qui veut que ça sorte. Et pour que la population le veuille, bien, il a fait, pour qu'il y ait une pression de la base, il dit quelque chose dans les médias, mais il a contourné tout ça avec notamment l'opération QAnon et tout, et souvent d'autres de ses collaborateurs. Il y a par exemple, les tweets de Mike Flynn, il y a comme Dan Scarvino, etc., qui disséminent l'information, mais donc la base le demande, la base républicaine, les Anon le demandent, font pression. Mais il faut aussi que les démocrates le veuillent, puis que les personnes ordinaires le veuillent. Tu vois, juste les républicains pour les gros dossiers. Là, fait qu'est-ce que tu fais? Tu fais des opérations de hameçonnage comme avec le truc Epstein, c'est-à-dire tu donnes l'impression que toi aussi tu es là-dedans, que tu es compromis et tout. Et là, tout le monde le veut. Puis là, tu produis de l'effet Streisand. Là, tout le monde le veut. Et puis voilà. Donc ça, c'était pour le code Trump. Donc un véritable Trumpologie 105. Là, on va terminer avec ça ici. Donc, au sujet du Hamas, j'aurais dû peut-être faire un web journal différent pour ça, mais donc, bande de Gaza, le Hamas ne voulait pas d'accord, souhaite mourir, soutient Trump. Donc, Trump qui avait fait une demande, je n'en avais parlé dans un web journal, de cesser le feu au Hamas.
Et Hamas qui apparemment a rejeté. Donc, Trump affirme que le Hamas veut mourir. Mais si tu refuses systématiquement tous les trucs de cessez-le-feu, eh bien, ça augure pas bien, surtout que la situation est très délicate. Et donc, le Hamas, et là, le premier ministre palestinien demande, et la Ligue arabe demande au Hamas de déposer les armes. Et donc, le Hamas doit rendre les armes et le contrôle de Gaza, dit le premier ministre palestinien. Donc, les gens confondent beaucoup le Hamas et ce qui se passe à Gaza avec les Palestiniens. Mais non, ce n'est pas les Palestiniens, encore une fois. Là. Les Palestiniens, c'est Mahmoud Abbas, le premier ministre palestinien, ceux qui ont un État palestinien, n'est-ce pas? Cet État-là n'est pas encore reconnu par tout le monde. On va y arriver juste un instant. Mais donc, le premier ministre palestinien, qui est Mohamed Mustafa. Donc, Mohamed Mustafa, le 14, a occupé diverses fonctions dans l'autorité palestinienne. En 2013, devient vice-premier ministre chargé des affaires économiques, blablabla. Et après ça, le 14 mars 2024, le président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas, nomme Mohamed Mustafa premier ministre. Et donc, lui, ça, c'est le premier ministre légitime des Palestiniens. Venez pas dire, genre, les Palestiniens, qu'est-ce qui se passe à Gaza? Et donc, le premier ministre palestinien dit que le Hamas doit rendre les armes et le contrôle de Gaza. Il dit ça à l'ONU. Même appel au désarmement du Hamas par l'ensemble de la Ligue arabe. Des pays arabes, ce n'est pas des pays arabes, c'est la Ligue arabe, appelle au désarmement du Hamas. Et donc, 17 pays, dont l'Arabie saoudite, le Qatar, l'Égypte, ont appelé mardi le Hamas à remettre ses armes à l'autorité palestinienne parce que le Hamas n'est pas légitime. L'autorité qui est reconnue par tout le monde, c'est l'autorité palestinienne. Ce qui est reconnu, l'autorité, le gouvernement des Palestiniens qui est reconnu par l'ensemble de la planète, y compris Trump, l'Europe, la Ligue, c'est l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas. Le Hamas, c'est un groupe terroriste à Gaza. OK? Donc, lors d'une conférence à l'ONU visant à insuffler un peu de vie à la solution à deux États, blablabla. Déclaration de New York, préparée par la France et l'Arabie saoudite, présidente de la conférence, demande la fin de la guerre à Gaza pour parvenir à une résolution juste, pacifique et durable au conflit. Et donc, le Hamas aurait dû faire ça il y a 15 ans, quand l'autorité palestinienne a fait exactement comme l'IRA en Irlande du Nord. L'IRA a déposé les armes, puis est entré dans les négociations. Bien là, l'autorité palestinienne a fait la même chose il y a à peu près 15 ans. Ils ont déposé les armes et sont entrés dans des négociations. Ils ont créé l'État de la Palestine, qui est reconnu par à peu près 150. Et eux sont les représentants légitimes du peuple palestinien. C'est pas ce qui se passe. À Gaza, il y a un groupe insurgent qui n'a pas de reconnaissance internationale officielle, qui est classé terroriste, qui mène des opérations de guérilla urbaine sauvage. Et donc, là, ici, ce qui se passe, évidemment, c'est quand là, les gens m'aimeront pas, là, ça sera peut-être une tâche pour certains sur le web journal de Trumpologie 105, mais les gens parlent de génocide, etc. C'est incroyable la quantité de souffrance qui arrive à Gaza, les enfants et tout, etc. Sauf que dans une opération sauf que c'est ce que les gens n'aimeront pas. Je veux juste expliquer que dans une opération, ce qui se passe à Gaza, c'est une opération contre-insurrectionnelle. Hein, c'est le même genre d'opération que les Américains ont mené au Vietnam. Par exemple, dans les opérations contre-insurrectionnelles, c'est pas possible c'est beaucoup plus difficile de faire la distinction entre les civils et les militaires parce que les guerrieros, la guérilla, le Viet Cong, etc., a des appuis dans la population et pour survivre, n'est-ce pas? Et qu'il faut, pour couper les bases, la logistique et les appuis dans la population de ces groupes-là, il faut des opérations auprès dans les civils. Je vais essayer de bien formuler ça pour pas que ce soit mal. Mais je veux dire, à titre d'exemple, aux États-Unis, au Vietnam, par exemple, quand des villages appuyaient le Viet Cong, les nourrissaient, etc., les cachaient, les nourrissaient, cachaient les armes et tout, les Américains arrivaient dans le village puis ils trouvaient des armes où ils se rendaient compte que le village appuyait le Viet Cong. Ils, généralement, brûlaient le village, brûlaient le riz accumulé, etc., en des opérations de représailles. À partir du moment où est-ce que tu dis, genre, t'annonces que le Viet Cong est un groupe
évidemment, tout ça suppose la question de la légitimité et tout. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ce que je veux dire, c'est que ce genre d'opération-là qu'on voit à Gaza, je ne veux pas l'excuser, c'est salaud, c'est sale, ça crée de la souffrance et tout, mais ça s'inscrit dans la logique militaire des opérations contre-insurrectionnelles. Par exemple, le fait de restreindre la nourriture, de créer des points focaux où est-ce que la nourriture est disponible, et là, tu affames tout le monde et tu fais en sorte que les gens viennent à un endroit. Ils sont cachés partout, là. C'est comme à la chasse, tu mets un appât, puis là, quand tu trouves des gars du Hamas qui viennent au point d'eau ou à la collecte de nourriture, et là, tu tires, c'est là que tu les abats. Tu fais ça, les gens font ça à la chasse, ils mettent un appât, puis quand le chevreuil arrive, paf, ça crée des morts civiles. On sait déjà que Israël, avec le programme d'intelligence artificielle Lavender, a des quotas, genre pour telle personne, c'est 20 civils morts, pour un autre, un commandant, c'est 50 civils, et pour un haut dignitaire, genre du Hamas, ils sont prêts à avoir jusqu'à 100 morts civils. C'est-à-dire, c'est dans toutes les opérations contre-insurrectionnelles, c'est exactement ça qui se passe. Les Américains ont fait ça au Vietnam, les Russes ont fait ça en Afghanistan, les Français ont fait ça en Algérie. Ça crée beaucoup de mécontentement. Ça ouvre la porte à des crimes de guerre. C'est salaud comme guerre, mais il n'y a pas vraiment de façon, dans des opérations de guérilla, quand la population appuie les soldats, etc., de dépareiller, départager tout ça, et ça crée de la... Mais ce que ça... Et donc, c'est ça. Donc, je voulais juste bien expliquer que ce qui se passe là-bas, c'est des opérations... Il y a des crimes de guerre, probablement, là, certainement, qui se produisent là-bas. Comme ça se passe dans la plupart des codes d'opérations contre-insurrectionnelles, c'est sale, mais c'est ça que c'est. C'est pas un génocide en tant que tel. C'est un génocide. Ça dépend, encore une fois, c'est comme dépend de qu'est-ce qu'on utilise, de la sémantique, de la définition qu'on donne à génocide, là. Mais c'est comme quand je dis, c'est pas une hécatombe avec les 17 000 morts, là, les 17 millions de morts pour le vaccin. Là. Encore une fois, ça dépend de la sémantique qu'on utilise, là. C'est un génocide dans certains cas, surtout une certaine acceptation du terme, et ce n'est pas un génocide dans un autre. Il y a 2-3 millions de personnes à Gaza, et puis même en utilisant les chiffres du Hamas, on ne se rendra jamais à quelque chose de près que... Un génocide, c'est ce qui s'est passé en Arménie, quand les Turcs sont arrivés, puis ils ont tué un peuple. C'est des millions et des millions et des millions de morts. Des millions de morts. Un génocide, c'est comme l'Holodomor, là, hein, quand la Russie a affamé l'Ukraine, fermé les frontières de l'Ukraine dans les années 30 et a laissé littéralement des millions, 8 millions, 12 millions de personnes mourir de faim. Ça, c'est des génocides. C'est pas ça, c'est des opérations contre-insurrectionnelles. Je veux juste clarifier la terminologie militaire exacte. Okay? Et donc, la stratégie est là... et tout ça, évidemment, rejaillit en mal sur Israël, ce qui fait en sorte, ce qui accélère aussi. Donc, il y a d'une part le fait qu'éventuellement, le Hamas doit rendre les armes. C'est ça le fond de l'histoire, c'est que tant qu'ils vont continuer à se battre, une guerre perdue contre un État nucléaire, etc., ça va créer de la souffrance et éventuellement, il faut déposer les armes et rentrer dans un processus de négociation. Mais Trump aussi, l'avantage de ça, c'est que la stratégie de Trump permet de mettre fin à l'idolâtrie d'Israël aux USA, tout en restant ami avec l'État hébreu. Donc, voilà. Donc ça, c'était pour le petit bout déplaisant que je devais aborder. Il y a aussi le fait que, encore une fois, vous allez me dire que je suis sans cœur, etc., mais ça dépend si on pense comme un civil ou si on pense comme un militaire. Encore une fois, pour Gaza, j'ai dit il faut penser comme un militaire. C'est pour ça que jamais on met des civils. C'est la raison militaire. Tu as un objectif, tu veux détruire un ennemi, l'ennemi se cache dans la population civile, ça va créer des pertes civiles. Encore une fois, je rappelle par exemple le fait que au début de la guerre, l'Ukraine plaçait ses lance-roquettes dans des supermarchés ou ces mortiers sur des édifices résidentiels. La Russie tirait sans aucune considération pour les morts civiles. Est-ce que Vladimir Poutine est un boucher? Certaines personnes vont dire que oui, mais le truc, c'est qu'il n'y a aucune armée. Les morts civiles il n'y a aucune armée qui s'empêche de tirer sur une cible militaire parce qu'il y a des cibles autour, parce qu'il y a des civils autour. Okay? C'est juste ça le truc. C'est mauvais. C'est pour ça qu'on n'est pas des militaires, parce qu'on est sensible. Je vous explique juste la raison militaire, la logique militaire derrière ça. Et là, Mark Carney qui a voulu reconnaître l'État de Palestine, wow, et là, Trump qui a réagi.
wow, le Canada vient juste d'annoncer qu'il reconnaissait l'État de Palestine, etc. On va terminer le deal avec le Canada. Ce que le Canada vient de faire, évidemment, et ce que la France faisait avant lui avec Macron, avec une éventuelle reconnaissance de la Palestine, c'est damer le pion à Trump. On voit bien que Trump veut être celui qui va... Il veut le prix Nobel de la paix, n'est-ce pas? Il y a d'ailleurs ce truc-là avec le Cambodge là, et le Vietnam. Trump a apparemment aidé au cessez-le-feu entre les deux. Et là, donc, c'est une xème, comment je pourrais dire, action politique en faveur de la paix dans le monde. En Afrique, là, maintenant en Asie, le Pakistan et l'Inde, plus, mais ce que Trump veut, c'est être lui-même celui qui a fait venir les partis à Washington. Netanyahou, Mahmoud Abbas signent l'État de Palestine, la création de Palestine. Et là, ce que Mark Carney a fait et Macron a fait en reconnaissant la Palestine, c'est un croc en jambe diplomatique. C'est-à-dire que Trump voulait le crédit pour ça et eux autres le reconnaissent avant lui, donc lui volant le crédit. C'est pour ça qu'il y a des représailles. Voilà. C'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. OK. Donc, j'espère avoir pris toutes les précautions verbales pour expliquer ce que je voulais dire. Venez pas me dire que je défends ci, je défends ça. Je veux dire, ultimement, il n'y aura pas de paix. Encore une fois, pensant à long terme, il n'y aura jamais de paix au Moyen-Orient. Tant que le Hamas va être là. Il n'y aura pas de reconnaissance de l'État palestinien tant que le Hamas va être là. Et donc, ça prend le retrait du Hamas, que ce soit militairement ou par un dépôt des armes pour faire advenir la paix. Donc, pensons à long terme, pensons au Moyen-Orient qui se développe technologiquement dans la paix, dont Trump a parlé lors du discours de Riyad, un Moyen-Orient apaisé, qui se développe technologiquement au lieu de toujours être dans la rengaine, la guerre, le tir de missiles, etc. Ça, la reconnaissance, ça passe par la reconnaissance d'un État palestinien qui s'en vient. Et comme préalable, c'est la fin du Hamas. Voilà. Donc, plus le Hamas va s'accrocher, plus il va créer de la souffrance. Mais le truc, c'est que, et c'est la raison pour laquelle je suis d'accord avec l'opération pour se débarrasser du Hamas, parce qu'elle mène à un futur pour les enfants palestiniens. C'est-à-dire, avec le Hamas, les enfants palestiniens n'ont pas de futur parce que c'est la guerre perpétuelle. Moi, je pense aux enfants palestiniens dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Une Palestine apaisée, reconnue internationalement avec de la diplomatie et tout. La paix dans la région, alors que le Hamas, c'est la rengaine, c'est les tirs de roquettes pendant encore un siècle. Et des pleurs d'enfants pendant encore des représailles israéliennes pendant encore un siècle. Les gens qui défendent le Hamas sont dans le fait de garder le pu s'infecter, la blessure s'infecter pendant encore des décennies. Là. Alors, réglons ça. Et donc, je cautionne et j'appuie la demande du premier ministre palestinien, Mohamed Mustafa, qui demande au Hamas de déposer les armes. Je demande aussi au Hamas de déposer les armes pour que les souffrances cessent et puis qu'on se dirige vers la paix. Ça ne sert à rien. Il n'y aura pas de victoire du Hamas contre un État nucléaire. C'est comme... c'est juste de la souffrance. Encore un mois de souffrance, 6 mois de souffrance, plus d'enfants qui... C'est juste s'accrocher pour rien. C'est comme à un moment donné, je veux dire, arrête, fais-toi sauter, puis je laisse les gens vivre, là, c'est finalement. OK, voilà, sur cette remarque, absolument. On va remercier ceux qui ont fait des contributions au Web Journal de Radio-Québec. Qui nous permettent de... C'était Trumpologie 105, c'était pas le truc du Hamas, mais il fallait que j'en parle, sinon les gens me disent « Ah, tu ne parles pas de tout, et puis tu essaies de cacher ce qui ne fait pas ton affaire. » Non. Je parle de sujets totalement déplaisants et qui déplaisent à ma base des fois, et voilà. J'explique ma façon de penser. Je ne suis pas un lèche-bot, une putaclic. Voilà. Donc, merci à ceux qui appuient le Web Journal de Radio-Québec, qui nous donnent cette liberté de parole qui n'existe pas beaucoup ailleurs, qui n'existe pas du tout dans les médias. Les journalistes se censurent et nous autres, on est capable de parler parce qu'on a des choses à dire, une analyse intéressante et puis le support de nos auditeurs. Ça fonctionne ensemble et les web journaux, les émissions qui n'ont pas le support de leurs auditeurs disparaissent très rapidement. C'est-à-dire, tu as ton buzz au début, comme 6 mois, où est-ce que tes chiffres montent, etc. Puis après ça, tu te rends compte, tu te fais rentrer dedans avec la critique. C'est assez négatif sur les réseaux sociaux généralement. Et donc, ça érode la confiance à long terme. Moi, je bloque, tout le monde bloque.
tout le monde dit genre, ah, cet influenceur-là bloque systématiquement, c'est obligatoire. Je suis désolé, là. C'est pas juste Radio-Québec, c'est d'autres personnes. Les gens sont négatifs. Les gens, des fois, nous écrivent en boisson. Les gens, là, ouais, c'est ça, sont négatifs. Et puis, si tu bloques pas, ces gens-là, tu sais qu'ils vont revenir dans une semaine, 2 semaines. Puis là, multiplie ça par le nombre. Tu es rendu à des 10 000 personnes qui viennent sous tes pages te narguer, t'humilier, te ridiculiser. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est lourd, le travail sur les réseaux sociaux. La réinformation, c'est lourd. Et donc, les gens le prennent, mais ceux qui, en plus, n'ont pas l'appui de leurs auditeurs, ça dégringole rapidement. C'est de l'énergie, puis de l'énergie, puis de l'énergie. Mais c'est ça. Merci donc à ceux qui nous permettent d'avancer, qui nous soutiennent. Au moins, on a ça. Le soutien de nos auditeurs, le soutien financier de nos auditeurs. Donc, si vous voulez nous aider à continuer à faire ce genre d'analyse-là, encore une fois, je le dis, on a une analyse absolument unique avec les Trumpologies. On explique exactement, on explique l'époque à Radio-Québec qui touche à tout. Ça touche l'économie, la politique, la stratégie, le spirituel, les événements sociaux, ça touche tout. Si on comprend Trump, on comprend tout ce qui est en train de changer dans le monde présentement. Et je pense qu'on fait un excellent travail. Et c'est un travail. Il faut le répéter, c'est un travail, c'est pas... Voilà, donc par la poste, Alex Cossette-Trudel, casier postal 3207, Saint-André, Montréal, Québec, H2L, 4Y5, par paiement Interac. Et puis, il y a quelqu'un qui nous envoie des bitcoins à tous les 2 semaines. On veut le saluer, merci beaucoup. On le remarque, on le voit passer. Merci beaucoup. Par Interac, PayPal, tout ça, vous avez toutes les par carte, vous avez toutes les informations. On laisse ça dans les liens. N'hésitez pas à nous appuyer. Hein, on arrive à terme. Et toutes nos analyses, on est capable maintenant de reculer et de montrer tout ce qui était. Ça fait quoi, 7 ans et demi qu'on a compris pas mal comment ça fonctionnait. Et ça confirme justement le fait qu'il y a une méthode Trump, qu'il y a un plan qui s'inscrit sur le long terme. Juste le fait qu'on ait raison ou qu'on ait des... même si on n'avait pas eu raison sur une ou deux choses, là, on a eu raison sur 99% de ce qu'on a dit. C'est comme les gens, souvent je vois des clips, des montages. Il n'a pas eu raison là-dessus. Si je faisais ça, je prendrais les... j'en ai gardé quelques-uns. Je m'explique des fois, là, genre, c'est des montages vraiment malhonnêtes. Là. Si tu comprends ce que je dis, j'ai pas eu raison. Mais le fait qu'on a eu... juste le fait qu'on est capable de montrer des clips, beaucoup de ces clips-là sur les années montrent que c'était... justement, confirme le fait qu'il y a une régularité, qu'il y a une méthode Trump et que ça s'inscrit sur le long terme, comme on dit. Juste ça. Et donc, tous ceux qui disent « trace de plane » de façon sarcastique, là, ben... Qu'est-ce qu'on leur dit hein, à ces gens-là? On leur dit quenelle de 180. Voilà, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. J'aurais dû couper la partie Hamas, là, faire ça dans un web journal séparé, parce que là, les gens vont comme juste, les commentaires vont juste aller là-dessus, là, ça déchaîne les passions. Au lieu de regarder l'ensemble du web journal, c'est ça, l'ensemble de ce que j'ai, la pédagogie du web journal, les gens vont juste sticker sur comme 5 minutes à la fin. Là, voilà, tant pis pour tout. Et oui, les gens disent, en finale, les gens disent... le Hamas est contrôlé par Israël. Le Hamas n'est pas contrôlé par Israël. Israël a financé le Hamas au début de l'émergence du mouvement, probablement continuer à le financer. Parce que, et là, comprenez ça, parce que ça empêchait la création d'un État palestinien. Si ça érodait l'autorité palestinienne, le fait qu'il y a un deuxième mouvement qui revendique la légitimité, ça affaiblissait l'autorité palestinienne. Pourquoi? Réfléchissez à ça 2 secondes. Pourquoi Israël a financé le Hamas? Répondez à la question. La réponse, c'est que ça affaiblissait l'autorité palestinienne. Oui, c'est ça la réponse. Ça divisait les Palestiniens. Bon, à partir du moment où est-ce qu'Israël veut se débarrasser du Hamas, c'est quoi le raisonnement?
ben, toute la légitimité va aller à l'autorité palestinienne. Donc, si tu dis, genre, Netanyahou a financé le Hamas parce qu'il voulait empêcher l'État palestinien, un État palestinien, OK, ben renverse cette logique-là, et puis le fait qu'ils veuillent détruire le Hamas, ben c'est parce que ça va favoriser l'émergence d'un État palestinien, parce que Mahmoud Abbas et le premier ministre, etc., vont se retrouver comme les seuls interlocuteurs légitimes pour le peuple palestinien. S'il n'y a plus de Hamas, ben Mahmoud Abbas devient le seul interlocuteur pour l'ensemble du peuple palestinien. Donc, Netanyahou fait le jeu de l'autorité palestinienne, et c'est probablement pour ça que l'ensemble des pays de la région se ferment la gueule, outre quelques micro-protestations, que Mahmoud Abbas se ferme la gueule aussi, que tout le monde se ferme la gueule, parce que la destruction du Hamas est nécessaire pour renforcer l'État palestinien et qu'il ait sa reconnaissance internationale comme seule voie autorisée. Avec le monopole de... Voilà. Pensez-y correctement, là. OK? Mais Netanyahou ne contrôle pas la Hamas sur le terrain, là. C'est pas... hein, il a financé ses leaders par le Qatar, là. Il y a une différence entre les leaders qui vivent dans des appartements luxueux à plusieurs millions de dollars au Qatar et les commandants du Hamas sur le terrain, là, Inch'Allah, qui veulent se faire sauter. C'est pas du tout... L'Israël ne contrôle pas là, avec un bouton les gens dans les mosquées là, à Gaza et tout. Là, donc, mais c'est ça. Donc, il n'y a pas un contrôle complet, un. Et deux, ce qu'Israël fait présentement à Gaza contre le Hamas, ça renforce Mahmoud Abbas. S'entends-tu là-dessus? Que c'est lui c'est lui qui est reconnu internationalement, et c'est lui qui va devenir le premier ministre ou le premier président palestinien. C'est Mahmoud Abbas qui va devenir le premier président palestinien parce qu'il n'y aura plus le Hamas et que le temps de la paix va être arrivé. On s'entend? On veut la paix? Oui, ben c'est ça. Voilà! J'en remets une couche, si je me fais trop picosser, je vais faire un autre web journal sur le Gaza. That's it. Fuck that. Si vous me picossez, j'en fais un autre, esti. OK. Voilà, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. 1h38, on est dépassé de loin l'entente pour 1h30, mais voilà, c'est ce qu'on avait pour vous. Je suis fatigué. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Merci encore une fois à ceux qui nous soutiennent.